Bonjour chers collègues, bienvenue à ce premier balado de l'interconnexion notariale, un podcast fait par des notaires pour des notaires. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme premier invité un collègue et ami, Geoffroy Gravel-Chalifaux, qui est directeur développement des affaires chez Stewart Title. Okay, bonjour Geoffroy, ça me fait plaisir que tu sois là et tu as accepté mon invitation. Ben merci beaucoup Tommy, c'est un plaisir partagé mon cher. Parfait, fait que l'objectif aujourd'hui c'est un peu de parler de toi puis de connaître ton cheminement. Tu gravites dans le milieu notarial depuis déjà 15 ans. On s'est rendu compte tantôt qu'on était assermentés en même année. Fait que, Absolument, assermentation en 2010, ça fait 15 ans que je suis dans ce merveilleux champ de pratique qui est le notariat. Je voulais te donner la chance qu'on discute d'où tu venais, qui t'étais, puis permettre à nos les autres membres de la profession de connaître un peu plus la personne que t'es, puis pour exposer un parcours qui est pas nécessairement celui qui est le plus atypique pour les notaires de la profession. Fait que c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Si tu laisses aller avec moi, on va aller dans cette direction-là. Alors, qu'est-ce qui a attiré une bébite comme moi, atypique, comme tu le dis, à choisir le notariat? Ben écoute, on dirait que faire différent, c'est comme ma spécialité. Fait que quand j'étais au bac, tout le monde me disait « Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Geoffroy? » Je disais, ben j'hésite entre avocat ou criminel ou notaire. Puis là, tout le monde me disait, ben voyons donc, pas notaire, personne veut être notaire. Puis à cette époque-là, il y avait à peu près une trentaine, quarantaine de notaires qui étaient assermentés par année, qui étaient très peu. Donc, on sentait que faire le choix du notariat, c'était faire différent. Alors, je me suis penché au fil de mon bac sur mes caractéristiques personnelles. Puis moi, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait ça, être objectif, rester impartial. J'aimais pas les conflits tant que ça. J'aimais plus conseiller les gens autour de moi pour les éviter. Donc, le côté prévention des conflits, le côté impartialité, ça m'a vraiment parlé en termes de profil pour faire le choix. Puis ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé du notariat, c'était la possibilité de devenir entrepreneur d'une entreprise de service rapidement. Donc, le côté que on pouvait démarrer à son compte, puis développer sa clientèle, desservir les services de notariat, tant au niveau de l'immobilier, droit de la personne, peu importe. Ben, ce côté-là m'attirait énormément. Et ensuite, la confiance du public. C'était vraiment un jargon qu'on entendait beaucoup parler lors de mon bac. Je me rappelle, j'avais eu la chance de voir Denis Marcellet qui était venu faire la promotion de la profession dans les universités que j'avais côtoyées. Il parlait beaucoup du lien de confiance du public. Donc, tout ça, ça me rejoignait plus que la profession d'avocat qui est plutôt un parti pris, défendre son client, vraiment peu importe là, ce qui se passe dans le dossier. Donc, vraiment, là, la confiance, ça m'intéressait. Fait qu'on est parti de loin, là, quand même, d'avoir une indécision entre notaires pour faire de la pratique des criminalistes, quand même deux mondes. Absolument. Puis ça, c'est une petite anecdote comme ça, mais en fait, quand j'étais vraiment pas sûr de mon choix, j'avais pris le temps d'aller rencontrer un criminaliste. Okay. Puis en me posant des questions, il m'avait posé la question qui tue, en me disant « T'es-tu quelqu'un d'influençable? » L'étant beaucoup, j'ai préféré m'aligner vers un domaine plus noble, si on pourrait dire comme ça. Fait que tu dit qu'il n'y avait pas de danger d'être influencé dans la profession notariale. Okay. Exactement. Donc, fait que pour ces raisons-là, surtout le côté entrepreneuriat, j'ai décidé de faire mon choix. Puis il y a aussi une autre chose qui m'a vraiment parlé à l'époque, qui est malheureusement pas disponible en ce moment, c'était la liste des notaires en pratique. Tant privé, mais surtout en pratique non traditionnelle. À l'époque, on pouvait voir sur le site de la Chambre, l'Inforoute, on pouvait avoir accès à une liste de notaires qui nous indiquait où les notaires étaient en pratique non traditionnelle. Et là, ça m'avait vraiment surpris de voir les opportunités qui s'offraient à nous. Il y avait des notaires partout, que ce soit dans les grandes entreprises, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du corps policier également. Donc, je voyais qu'il y avait vraiment une panoplie de choix. Donc, au final, j'ai décidé de choisir le notariat. OK. Puis, tu as parlé un peu de ton cheminement scolaire, puis je sais que tu es un peu atypique, tu es un gars qui aime ça. Absolument. L'école, du peu que je connais, c'était pas nécessairement ton dada préféré dans la vie, fait que tu m'en parlais un peu plus, puis nous dis un peu le cheminement que t'as amené
à se rendre finalement à faire une maîtrise en droit notarial à l'époque qui était qui était pas une maîtrise, qui était un diplôme d'études supérieures, mais le cheminement, comment tu t'es rendu là finalement? Quand même, tu le mentionnes, je me suis rendu quand même au 2e cycle, là. Peu importe si c'était une maîtrise ou pas, c'était un 2e cycle. Juste le fait de le dire aujourd'hui, ça me revient fort, c'est un accomplissement pour moi. Parce que mon parcours académique a été très atypique et ardu. Alors, au commencement, au primaire ou au secondaire, j'avais plutôt, plus souvent qu'autrement, le regard vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La cloche a-tu sonné? Quand est-ce qu'on s'en va en récré? Quand est-ce qu'on s'en va se faire du fun? Il fait soleil. Pourquoi je pars à pêche? Pourquoi je pars à chasse? Donc, vraiment, j'avais beaucoup plus d'envie de m'amuser que d'écouter en avant de la classe ce qui se passait. Ce qui a fait en sorte que ça a été un parcours un peu ardu. Ça m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes, mais l'étude était secondaire. Okay. Alors, au secondaire, ça a bien été, mais la transition avec le cégep où on a besoin de plus d'autonomie, ça, je te dirais que ça a été un petit peu plus chaotique. Okay. La perte d'encadrement là, du secondaire, primaire, puis l'entrée au cégep où t'es laissé un peu à toi-même. Exactement. Donc là, j'ai vraiment dû faire face à mon autonomie, moi qui fais le choix d'aller vraiment au cours et d'étudier pour avoir des bonnes notes et assurer un avenir. Ça a été un petit peu plus dur. Mais j'ai quand même réussi à terminer mon diplôme de sciences humaines avec l'intention officielle et ferme d'aller faire mon droit. Alors, ça, c'était la première étape. Ensuite de ça, ça a été l'étape de me trouver une université qui allait vouloir d'un candidat comme moi. Alors, j'ai commencé avec l'UQAM au certificat en droit social et du travail, avec l'optique de prendre beaucoup plus de cours dans les cours qui étaient offerts à tous, du bac en droit et transférer au bout d'un certain temps au bac pour finir pour avoir mon bac en droit dans les temps. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Okay. Donc, j'ai recommencé en m'inscrivant sous mes notes du secondaire à l'Université d'Ottawa. Du cégep? Du secondaire, parce qu'en Ontario, le cégep n'était pas pris en Ontario. Exact. Le cégep, ça représentait pas disons, ma volonté ou mon ambition. Okay. Alors, j'ai recommencé dans le système ontarien. J'allais faire ma licence en droit, qui est le bac en droit au pavillon de droit civil de l'Université d'Ottawa. Okay. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré beaucoup de monde. Mon cercle de contact, mon réseau de contact a commencé vraiment sur les bancs d'école. L'Université d'Ottawa, c'était une université de proximité entre les étudiants. C'était souvent du monde qui venait de l'extérieur. Donc, les liens se sont créés rapidement. On a eu l'opportunité de faire beaucoup de groupes d'études, plein de jeunes ensemble, puis d'échanger sur tout ce qui se passait au niveau du droit. Puis ça avait vraiment été des moments forts dans mon parcours académique. Avant la fin de mon bac, j'ai eu la chance de participer à la clinique de droit notarial parce que ça m'intéressait. J'étais rendu pas mal au cheminement de faire mon choix et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller vivre l'expérience avec des notaires. Donc, j'ai participé à la clinique de droit notarial. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment réalisé le rôle de proximité que le notaire avec la population, le fait de devenir un conseiller, d'accompagner les gens dans des grandes étapes de leur vie. Ça peut commencer par un mariage, l'achat d'une première maison, une résidence secondaire, l'ouverture d'une entreprise, faire des testaments mandats, des choses un peu plus difficiles aussi au niveau des décès, de la succession, des choses comme ça. Mais bref, ça m'a vraiment donné la piqûre et le go final pour choisir d'aller faire mon diplôme de droit notarial à l'Université de Montréal. Et j'ai terminé à ce niveau-là. Donc, j'ai fait mon diplôme de droit notarial à l'Université de Montréal. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis ensuite, j'ai fait mon stage avec une notaire senior dans Montréal. Ouais. Puis, je suis pas un grand connaisseur des cliniques dans les cadres universitaires. Ouais. Tu sais, si tu avais à me dire un peu plus comment ça marche, ma connaissance générale, tu sais, j'ai jamais... je sais que ça existait, mais je sais pas comment ça se présente, le rôle de l'étudiant là-dedans, il y a des clients X qui se présentent, il est encadré par un professeur, j'imagine. Exact. Donc, dans le fond, c'est vraiment des services qui sont offerts à une clientèle avec des revenus un peu moins élevés. Donc, on est vraiment là pour aider des gens qui n'ont pas nécessairement le support financier ni les connaissances pour faire face à des questions juridiques de la vie. Okay. C'est chapeauté par un notaire d'expérience. Dans mon cas, c'était
quelques notaires. Qui sont en pratique privée. Qui étaient en pratique privée, absolument, qui avaient des études dans l'Outaouais, puis qui s'occupaient de chapeauter, puis de surveiller un peu ce qui se passait. Puis c'était surtout des rencontres un peu informatives, très de base. On prenait l'information, on rencontrait les maîtres de la clinique, si on veut. Ouais. Pour échanger un peu sur les solutions à donner ou le conseil plutôt à donner. Puis tout était encadré par les directeurs de la clinique, si on veut. Mais ça m'a vraiment permis là, de connecter avec le public puis d'avoir une petite saveur ou un premier jet de qu'est-ce qu'un notaire allait faire dans son quotidien. Parce qu'avant de faire, mettons, la clinique, puis avant de travailler, de rentrer dans ton milieu de stage, t'avais jamais eu la chance de rentrer dans un bureau de notaire avant ça. Là. Absolument aucune expérience à ce niveau-là. J'ai grandi autour d'une famille qui a évolué dans le marketing, le développement des affaires, les relations publiques. Donc ça, c'était un terrain inconnu. Mais le légal, les conseils juridiques, accompagner des gens dans le cadre de certaines étapes de leur vie, c'était vraiment nouveau pour moi. Quand t'as dit, tu sais, c'était clair pour toi quand t'as fini ton cégep, t'as passé à travers, t'as été diplômé, pis tu t'es dit, je m'en vais en droit. Tu sais, qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'appelait? Tu sais, je comprends que t'as connu le rôle du notaire un peu rendu à l'université, mais qu'est-ce qui t'appelait en droit à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a dit pourquoi je postule? Le côté aider les autres m'interpellait beaucoup. Le côté juridique, protéger nos droits, le fait que vraiment on est là pour accompagner des gens puis qu'on est un bon conseiller. J'avais toujours été un peu perçu comme ça dans mon entourage. J'ai toujours eu du fun à écouter les gens puis à essayer d'expliquer qu'est-ce que moi je ferais dans leur situation tout en restant objectif, en essayant de vraiment évaluer toutes les facettes du questionnement. Donc, je trouvais que le droit m'amenait à ça, puis que je pouvais contribuer également d'une certaine manière à protéger ou diriger les gens dans ces étapes importantes-là de la vie. Ouais. Fait que t'as fait le lien tantôt, tu me parlais, la fin des études nous amène à faire ton stage. Stage à l'époque qui était, t'as fait le même stage que moi qui devrait être de 8 mois, je me rappelle bien. Je pense que c'était 12 semaines. 12 semaines. 14 semaines. Fait que c'est l'entrée dans la profession. Tu sais, si t'avais à nous parler un petit peu du début de ta carrière de stagiaire, puis après ça, du jeune notaire Geoffroy de l'époque. Parfait. Ben écoute, moi je me considère comme chanceux parce que j'ai connu vraiment le notariat mitaine. Donc, les logiciels de gestion n'existaient pas. J'ai commencé à travailler pour une maître de stage qui utilisait la Dactylo. Donc, j'ai eu la chance de connaître la IBM avec la boule. Certains notaires qui nous écoutent aujourd'hui doivent se reconnaître là-dedans. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec cette façon de faire qui était très mitaine, très traditionnelle. Donc, c'est ça. J'ai commencé avec une notaire qui avait une clientèle établie depuis très longtemps, qui était vraiment multidisciplinaire. Ça m'a permis de toucher à tout. Donc, dossier d'immobilier, faire un peu de succession, faire des testaments, des mandats, mettre à jour des livres de minutes de compagnie. Donc, j'ai vraiment eu la chance de voir un peu c'était quoi les grands volets du notariat qui aujourd'hui sont beaucoup plus volumineux. Il y en a plus encore aujourd'hui, mais ça m'a vraiment donné là, une entrée en la matière qui m'a permis de faire mon choix après puis de vite réaliser que où pour moi il y avait beaucoup d'actions, c'était dans l'immobilier. Puis j'ai toujours aussi eu un intérêt pour l'immobilier. Le fait que je voyais des transactions se faire, ça venait confirmer que, mon Dieu, Kim, c'est vraiment possible d'acheter une maison pour investissement, pas nécessairement la maison typique qu'on habite. Donc ça m'a vraiment allumé. Puis c'est là que j'ai comme pas mal fait mon choix, que moi, j'allais commencer vraiment en immobilier. Comme notaire, dans le fond. Fait que le stage t'a amené à circonscrire un peu ce que t'aimais. Absolument. Puis ça t'a amené un peu plus vers le volet immobilier résidentiel qui est un peu plus en pratique traditionnelle, usuelle. Exactement. Puis c'est drôle parce que tu me dis, tu sais, les logiciels de gestion d'études n'existaient pas, mais moi j'ai commencé en même temps que toi, puis on avait déjà paramètres dans le temps. Ouais. Fait que on voit des fois, comme il y a deux réalités des fois dans la profession, puis on n'est pas tout à la même place, surtout dans ces années-là. Là, je pense que ça s'est plus
bonifier vers le haut et égaliser d'une étude à l'autre aujourd'hui là, sur les outils technologiques. Absolument. Aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable. Une étude qui n'a pas de logiciel de gestion, on fait tout le saut. Ouais. Dans mon temps, en 2010, il y en avait qui en avaient pas. Ouais. C'était comme normal d'utiliser un document Word. Puis d'ailleurs, j'ai eu que t'enregistrais dans des fichiers. Exact. Puis j'ai eu quelques corrections au registre foncier parce que c'était les noms des anciennes parties de l'autre acte d'avant. Fait que ça a été plaisant de m'amuser avec ça. Alors, non, c'est ça, c'est vraiment, je suis arrivé vraiment dans un milieu où est-ce que là, c'était une période de changement. Fait que c'était pas tous les bureaux qui étaient encore outillés de cette façon-là. Ouais. Je me rappelle la première comptabilité. La notaire avait sorti des livres là, manuscrits comme j'avais vu dans mon cours. J'étais comme, hey, c'est le fun, ils nous apprennent les bonnes choses à l'université, mais j'ai vite réalisé que c'était pas la façon de faire, puis c'était vraiment time consuming. Là. Mais en tout cas, c'était vraiment le fun d'avoir connu j'ai connu Dactylo au moins. C'est ça. J'ai fait mon stage à faire des quand même. Je faisais des quittances puis t'écrivais à Dactylo parce que nous autres on les remplissait pas à main, on remplissait tout à Dactylo pour compléter les documents avant de les publier. Fait que on en a encore au bureau. Ouais. Mais au moins j'ai pas connu l'absence de logiciel de gestion d'études dans ma pratique. Ouais. Fait qu'une fois que le stage est fini, tu dis ma pratique va s'orienter vers l'immobilier. 100%. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Geoffroy fait? Là, dans le fond, c'est que ma maître de stage avait formé 3 autres notaires qui, eux, dans le fond, avaient démarré leurs propres études. Notre maître de stage était super généreuse, avait laissé comme le sous-sol de son bureau disponible pour les jeunes. Fait que les jeunes avaient commencé à monter leur clientèle. Donc moi, en 2010, quand j'ai été assermenté en février, ben je savais exactement où je m'enlignais. Je commençais mon démarchage. Fait que je me suis inscrit à des BNI. J'aimais vraiment ça. Je faisais partie de 2 groupes. Souvent, un groupe, ça peut être ça peut être chargé comme horaire pour certains notaires. Moi, c'était vraiment ma tasse de thé. Aller là, faire un petit peu de théâtre, parler devant le monde, expliquer c'était quoi la valeur ajoutée de mon service. J'adorais ça. J'étais comme un poisson dans l'eau. Apprendre à se décrire en 1 minute, là. Exactement. Apprendre à se décrire. Puis après ça, ben, essayer de référer des gens, faire des rencontres one-on-one ensemble. Tout le volet démarchage, networking, ça me parlait énormément. Alors, j'ai eu vite un problème de beaucoup de dossiers à faire avec un peu moins d'envie de les faire parce que je faisais beaucoup de démarchage. Alors, j'ai pratiqué comme ça pendant environ 1 an et demi pour ensuite me rendre compte que j'étais rendu à l'étape qui était pour moi quand même un défi important, l'étape d'engager du personnel pour pouvoir continuer à me concentrer sur le développement de ma clientèle puis que les dossiers sortent. Alors, cette étape-là, pour moi, c'était quand même gros. Je voyais ça comme une montagne. J'ai décidé de joindre un bureau de 3 notaires qui avaient déjà de la main-d'œuvre, qui étaient déjà bien installés pour apporter mes dossiers, utiliser le support administratif, puis me permettre de continuer à faire du démarchage pour mon entreprise. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Puis là, vous étiez comme en société de dépenses. Exactement. Vous n'étiez pas des associés, mais vous partagiez. Exactement. Tu pourrais référer d'un surplus de clientèle, j'imagine que tu avais. Exact. Vice-versa. Des fois, eux autres, il y avait aussi un surplus. Moi, je pouvais en prendre. Fait que ça, c'était super convivial, ça a bien été. Puis en même temps, ben j'ai joint une équipe de notaires expérimentés qui m'ont vraiment donné une méthodologie de travail pour améliorer ma rigueur, ma feuille de vérification de dossier, vraiment avoir une méthodologie de travail qui permettait d'avoir un certain roulement puis de répondre aux délais serrés de l'immobilier, à la pression que certains intervenants peuvent nous mettre dans le processus immobilier, à apprendre à apprivoiser tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, puis j'ai vraiment peaufiné ma méthodologie de travail. C'est quand même, tu sais, souvent en société de dépenses, les gens sont un peu, tu sais, tous indépendants puis font un peu leurs affaires. C'est quand même le fun. Il y avait quand même un esprit d'équipe, malgré tout. Si tu me dis, ils m'ont appris, fait qu'ils devaient quand même... Absolument. On échangeait beaucoup de connaissances. Il y avait une proximité dans les dossiers là, qui nous permettait d'échanger. Puis moi, j'ai toujours été très ouvert à la critique. Fait qu'au contraire, je demandais du feedback. J'avais pas peur de ça. Moi, j'ai toujours... eu comme information, tu sais, que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, puis il faut pas avoir peur de ça. Ouais. Donc, vraiment, là, j'étais ouvert à la critique, puis c'est ça qui m'a vraiment permis de, tu sais, d'arriver à
à devenir un notaire avec une rigueur, puis à sortir des dossiers clean. On va faire une belle base après, tu sais, comme Exact. tu dis, après 1 an et demi de pratique. Exactement. Puis d'éviter aussi des erreurs qui peuvent être coûteuses. Donc, développer mon réflexe juridique, voir les problèmes arriver, puis ne pas avoir peur également, ça a été quelque chose qui m'a probablement aidé, ne pas avoir peur à refuser des dossiers qui semblaient être trop complexes pour moi. Ça aussi, ça a été un volet qui m'a probablement aidé. Pas avoir peur de dire non de temps en temps. De dire non à l'occasion, justement, parce que je sentais que là, j'étais peut-être pas le bon professionnel, peut-être pas assez outillé en termes d'expérience. Fait que ça aussi, ça a été intéressant. Fait que 1 an et demi de pratique privée. Qu'est-ce qui se passe dans ton parcours après le 1 an et demi où tu commences à être confortable un peu, je pense. Ouais. On n'est pas complètement confortable après 1 an et demi, juste que ça peut avoir 5 ans un notaire en pratique privée pour se trouver dans une zone de confort, mais là, t'as fait 1 an et demi que t'es dans le marché. Ouais. Qu'est-ce qui se présente à toi? Fait que là, dans le fond, après 1 an et demi, là, j'avais développé ma méthodologie, les dossiers rentraient, ça allait super bien, puis je réalisais que j'avais de plus en plus d'engouement pour le développement des affaires. En parlant avec mes parents, avec d'autres notaires, des collègues de l'université qui étaient rendus avocats, ben souvent, ce qui revenait sur la table, c'est que toi, Geoffroy, le développement, on dirait que c'est inné en toi. T'aimes ça, faire ça, t'as l'air d'avoir du fun, tes yeux pétillent quand tu reviens d'un déjeuner BNI, tandis que moi, quand je reviens de là, je sais plus où mettre, ça m'a tiré du jus toute la journée, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces débuts de relation-là? Fait que tu sais, j'ai réalisé tranquillement, pas vite, tu sais, mes parents, ils venaient du monde des relations publiques, mon père a eu une agence de publicité pendant plus de 40 ans, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à regarder, tu sais, c'est quoi les opportunités qui peuvent s'offrir à un notaire comme moi. Donc, au début, j'avais l'intention d'offrir mes services à des gros cabinets pour aller faire du développement des affaires pour eux. Ça me dérangeait pas de garder un volet pratique pendant la période rush immobilière, par exemple. Mais d'aller faire le développement des affaires parce que je réalisais que mes collègues aimaient moins ça, faire ça. C'était comme un volet moins intéressant. Puis à l'époque, il y avait quand même une demande pour le faire parce que c'est pas la même réalité qu'aujourd'hui. Il y avait de la compétition assez féroce entre les notaires. Fait que c'est important d'avoir des clients, c'est important de bien desservir ses clients, puis d'avoir une certaine visibilité auprès des différents intervenants de la chaîne immobilière. Alors, mon idée de départ avait été d'approcher certains cabinets, d'offrir cette possibilité-là d'être un développeur d'affaires puis d'apporter un support en cas de période rush. J'ai pas eu vraiment d'intérêt par rapport à ça. J'ai pas senti que... C'était une belle idée, mais ça n'a pas connecté. Exact. C'était une belle idée, ça n'a pas connecté. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me le demanderaient encore. Je pense que ça pourrait être un peu plus d'actualité. Mais bref, à l'époque, ça n'a pas marché. Fait que là, j'aimais le développement des affaires, j'aimais le public, j'aimais la vente. Je trouvais difficilement comment combiner ça avec mes connaissances acquises, le droit, l'immobilier, les rouages des dossiers, comment ça se passe un dossier immobilier. Fait que j'ai eu une petite période où j'ai eu un mini hésitement à vouloir changer complètement. Alors, un soir, j'ai annoncé à ma mère que j'allais aller faire mon cours de conducteur de machinerie lourde. J'ai eu la chance d'avoir une mère et un père qui m'ont offert les études. Ce soir-là, j'ai réalisé que ma mère pouvait se fâcher après moi. C'était la fin. Solidement. C'était la fin. Alors là, on a eu une grande discussion. Puis je la remercie aujourd'hui d'avoir eu cette discussion-là. Ça m'a fait vraiment réaliser que j'avais acquis des choses. Il fallait que je croie en moi. Puis que c'était beau de savoir que ce volet-là me plaisait, puis que c'était un beau problème après ça d'essayer de trouver quelque chose qui allait répondre. Bon champ, exact, qui allait répondre à mes besoins. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai continué à essayer de rencontrer le plus de collègues possible pour poser des questions. Puis il y a un soir où j'ai participé au souper de notaire des notaires de Laval. Donc, quand je suis arrivé au souper de notaire de Laval, ben il y avait la compagnie d'assurance Stewart qui était présent. Donc, l'équipe de Stewart était là. Je me rappelle de ma collègue Nancy avec qui j'ai travaillé très longtemps.
qui était présente. On a jasé. J'ai vraiment aimé la vibe de l'équipe. J'ai vraiment aimé là, le côté visibilité. Puis j'avais quand même un intérêt pour le produit qui apportait une grande tranquillité d'esprit dans mes dossiers d'immobilier, mais également qui semblait avoir une grande marge d'expansion. C'était surtout un produit qui était vu comme moins un outil de travail, mais moi, je sentais qu'il y avait peut-être ce volet-là, puis je voyais qu'il y avait de la place pour développer cet outil-là qui était l'assurance titre. Alors, quelques semaines après, dans le cadre d'une rencontre avec des amis personnels, aucun juriste présent, j'explique un peu mon cheminement actuel, comment ça va dans ma vie. J'explique qu'il y a une entreprise il n'y a pas de poste d'ouvert, mais qui m'intéresse quand même beaucoup. Et là, il y a un de mes chums qui me dit, fais une candidature spontanée. Moi, explique-moi, c'est quoi une candidature spontanée? Ça a l'air beau, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie à cet âge-là. Aujourd'hui. Exact. Aujourd'hui, je comprends ça 100%, mais à cette époque-là, j'avais jamais entendu le terme. Il me dit, c'est pas compliqué. Tu prends le téléphone, tu t'appelles, tu te dis que tu veux travailler là. J'étais comme, mon Dieu, tu penses que ça va marcher? Il dit, essaye-toi, t'as rien à perdre. Alors, le lundi suivant, cette soirée du vendredi-là, j'appelle chez Stewart. Je laisse un message, tout simplement en disant « Bonjour, je m'appelle Geoffroy, je suis notaire. J'aimerais bien voir s'il y a des opportunités chez vous. J'aime beaucoup le développement des affaires. » Alors, à ce moment-là, j'ai piqué la curiosité de ma patronne, qui est encore ma patronne aujourd'hui, Maître Lévesque. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait me rencontrer, mais sans engagement. Vraiment une discussion, là, juste pour voir j'étais qui, puis voir si ça pourrait profiter, puis discuter là, de ce qu'il pourrait avoir comme possibilité à l'interne chez Stewart. Alors, j'ai participé à cette rencontre-là. Ça a été vraiment un fit naturel entre moi et Maître Lévesque. Puis, ça a donné que la personne qui faisait le développement des affaires venait de quitter. Mais ça a donné surtout que plusieurs personnes qui avaient essayé le poste quittaient au bout d'un certain temps. Donc, Maître Lévesque n'était pas nécessairement prêt à réengager, mais étant donné le fit, et pour moi, qui était vraiment, moi, ce que je veux faire, c'est du développement des affaires. Souvent, les gens vont prendre ce poste-là pour s'en aller plus juriste à la souscription après ou au département de réclamation. Moi, quand je lui ai dit, non, moi, ça m'intéresse moins, ça, c'est vraiment le développement des affaires, là, ça a comme été vraiment un bon fit, bon clic. Et quelques entrevues plus tard, on m'a offert le poste, puis j'ai commencé en 2013 chez Stewart en tant que gestionnaire au développement résidentiel. C'est comme ça que ma carrière a commencé, mon changement a commencé au niveau de la pratique non traditionnelle. Le timing était bon. Le timing était super bon. Quand on dit ça prend un peu de chance, un peu de timing, m'asseoir avec mes chums, apprendre c'est quoi une candidature spontanée, le faire, puis avoir le timing à l'interne chez Stewart. Exact. Ça a été vraiment une recette gagnante pour moi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma carrière en non traditionnel, puis aujourd'hui, j'ai autant de plaisir que la journée 1, puis j'adore ce que je fais. Puis le volet, je quitte la pratique. Ouais. Je commence à travailler chez Stewart. Tu devais avoir un chevauchement ou tu devais avoir des dossiers quand même en pending. T'as géré ça comment à ce moment-là? Hein? Ça a été quand même un défi parce qu'il y a quand même une paperasse importante à remplir quand on quitte la pratique privée. C'était aussi une espèce de deuil. J'essayais de pas le voir négativement, mais c'était pas un échec, mais comme un échec pour moi. Il a fallu que je mette ce projet de côté, mais vu que mon nouveau défi me parlait énormément puis qui répondait à un aspect qui m'allumait énormément dans mon quotidien comme entrepreneur dans une entreprise de service qui était mon étude de notaire, ça m'a motivé à le faire. Fait que oui, ça a été une période d'adaptation. J'ai dû finir les dossiers, j'ai dû régler mes quittances, faire mes rapports finaux. J'ai fait beaucoup d'admin, j'ai travaillé le soir. Puis j'ai eu la chance de pouvoir un peu continuer à pratiquer aussi en tant que notaire. Fait que ça a été une transition quand même assez fluide, mais il a fallu que je mette quand même des bouchées doubles au début pour mettre ça tout derrière moi puis fermer mes trucs là, vraiment de façon clean, là, puis passer à autre chose. Puis tes débuts chez Stewart, gestionnaire au développement immobilier, tu m'as dit? Gestionnaire au développement des affaires. Des affaires en résidentielles. Exact. Ça a été super le fun parce que ça m'a permis, dans le fond, d'aller à la rencontre de tous les notaires.
Fait que, tu sais, la job au niveau du gestionnaire au développement des affaires résidentielles, c'est vraiment une job où on se promène partout au Québec. On va rencontrer les notaires, on parle d'assurance titre. Il y a aussi le volet au niveau des autres intervenants, donc beaucoup de formations que j'ai faites au niveau des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, prêteurs privés, prêteurs institutionnels, tous les intervenants, dans le fond, qui tournent autour de la chaîne immobilière. Ben, je suis parti à leur rencontre. Ça m'a permis vraiment de faire du développement des affaires, du réseautage, mettre les gens ensemble, agir comme entremetteur pour générer des affaires entre différents partenaires, différents contacts. Ça, j'ai vraiment commencé à réaliser que j'étais au bon endroit, que j'avais du fun. J'ai toujours aimé parcourir le Québec. J'ai toujours aimé travailler sur la route. Fait que j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens avec qui, des fois, j'avais des affinités, des fois non, mais c'est le fun de rencontrer des gens avec qui on partage des passions. Les discussions étaient orientées sur le produit, sur la pratique notariale, mais on bifurquait aussi sur nos passions et tout. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de fun à rencontrer les notaires du Québec. Puis 2013, c'est quand même un moment dans le marché de mémoire. Tu sais, c'est dans mes premières années de pratique où l'assurance titre est quand même un nouveau joueur plus marquant dans le Québec. Là. Ouais. Stuart était déjà là depuis quelques années, mais ça restait des parts de marché, je pense, assez minimes. Là. Je pense que l'élan commence dans ces années-là. Ouais. Fait que toi, t'arrives en plein milieu de cet élan-là avec un mandat de développement. Ouais. Comment c'était reçu? Tu sais, il y avait beaucoup d'éducation, là, t'en as parlé tantôt, d'expliquer ce que c'était. C'était quoi tes gros challenges, tu sais, autant que les partenaires qu'avec les notaires à ce moment-là? C'est vrai que c'était un gros challenge. Ce qui m'a beaucoup aidé puis ce qui m'a attiré justement dans ma candidature spontanée, c'est que Stuart a été vraiment un joueur respectueux dans la communauté notariale. Fait que, tu sais, l'histoire qu'il n'y avait pas de centre de traitement de dossier, le fait que j'avais développé avec plusieurs banquiers, j'avais tenté de développer des relations et que là, ben, je voyais qu'il y avait tout le temps une réticence, les honoraires étaient tirés par le bas par certains intervenants. Fait que, quand je suis arrivé dans le marché, le fait d'être employé d'une entité très respectueuse, ben j'étais tout le temps bien reçu. Okay. Ensuite, le fait d'avoir le titre de notaire, quand j'appelais un notaire pour aller le rencontrer, j'avais déjà une proximité, une affinité. Fait que c'était quand même le fun à ce niveau-là, mais oui, il y avait aussi un défi entre les notaires seniors et les jeunes à expliquer que l'assurance titre, c'était pas un danger pour eux dans leurs transactions, c'était plutôt un outil de travail. Fait que ce volet-là, ça a été quand même un volet important au début de ma carrière pour tranquillement, pas vite, développer, travailler la perception des notaires par rapport au produit qui est plus un outil de travail. Quand on voit des problématiques, souvent on est un incontournable. Ça reste une protection intéressante pour les acheteurs d'immeubles. Fait que tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai dealé avec cette difficulté qui est devenue un peu un allié, une motivation, puis qui a été acceptée tranquillement, pas vite avec la population notariale plus le temps avançait. Je passe par le positionnement de Stuart, comme t'expliquais, puis le fait que vous avez réussi à différencier le produit du centre de traitement, qui était souvent associé un peu ensemble au début. Là, Absolument. La part de marché au début a été associée ensemble. Je pense Absolument. De mémoire, je regarde l'historique des assureurs titres quand ils sont rentrés, c'était très associé à des centres de traitement de dossiers qui avait ses bienfaits pis c'est moins bon fait pour la profession, mais ultimement, le positionnement Stuart devait assurément t'aider là, pour... 100%. Stuart a toujours été vu comme un partenaire, tu sais, des notaires, vraiment une entité corporative qui prônait le respect du rôle du juriste au cœur des transactions immobilières. Pour moi, c'était vraiment... C'est vraiment un des points forts, puis une des raisons pourquoi je suis allé d'emblée vers cette entreprise-là pour voir si je pouvais pas avoir un poste de développement d'affaires. Puis là, premières années, confirme un peu ce que tu recherchais, je pense. 100%. Tu t'es retrouvé un petit peu comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Tu t'es retrouvé dans un milieu que tu recherchais ultimement. Exact. Puis la progression chez Stuart les années après, quelles ont été les prochaines étapes dans ton cheminement de carrière chez Stuart? Ben c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai commencé à faire du résidentiel, donc rencontrer les notaires, les autres intervenants, vraiment parler du produit résidentiel, l'utilité de l'assurance titre, la tranquillité d'esprit que ça peut apporter des transactions résidentielles. Et tranquillement, pas vite,
on m'a demandé de commencer à développer le commercial. Pour moi, le commercial, c'était vraiment challengeant parce que, tu sais, oui, les notaires font du commercial, mais là, on m'a demandé d'essayer d'aller chercher les grosses transactions de 20 millions et plus qui sont souvent traitées par nos collègues, confrères, avocats. Alors ça m'intimidait. Moi, j'étais vraiment là impressionné, intimidé par les grands cabinets, Fasken, McCarthy, peu importe. Ça me parlait, tu sais, d'aller faire ça, mais ça a dû vraiment, tu sais, ça m'a challengé. Ça te sortait de ta zone de confort. Ça me sortait de ma zone de confort, absolument. Puis, je vais toujours me rappeler la première présentation que j'ai faite pour un grand cabinet qui était Davies à l'époque. Quand j'ai terminé, là, j'étais en sueur, j'étais vraiment stressé, ça me dégoûtait. C'était une formation qui s'est faite en ligne par chance. Ça a pas paru, ça a bien été. Moi, j'ai resté focus, mais en dedans de moi, c'était challengeant. Puis après ça, ben la raison pourquoi moi je fais du développement des affaires, c'est que je suis un gars de sensations fortes dans ma vie personnelle. Je fais des sports extrêmes, j'aime les sensations fortes, j'aime l'adrénaline. Puis la vente, c'est un peu ça que ça nous procure. Quand on close une transaction, quand on close un client, il nous appelle, je veux faire affaire avec toi, j'ai un dossier pour toi. Mais là, c'est là que tout prend son sens. Ouais. Fait que quand j'ai commencé le commercial, le fait que c'était ardu, le fait que ça me sortait de ma zone de confiance, le fait que ça m'intimidait un peu, tout ça, ben avoir réussi, donc avoir fait une présentation, les gens ont aimé le contenu, ils ont vu qu'on mettait de l'avant le service, en tout cas tous les côtés positifs de Stewart, et que là, qui m'appelle puis qui m'offre d'assurer une transaction de 30 millions, là j'ai eu comme un des plus gros highs de ma vie, là, je venais d'accomplir quelque chose, je venais de monter l'Everest. Okay. Fait que ça a commencé comme ça, puis au fil du temps, ben on est devenu de plus en plus reconnu. Ça m'a amené à participer à un paquet d'événements qui sont pan-canadiens, tant les forums immobiliers de Montréal, Toronto, des événements en Colombie-Britannique. Donc vraiment, là, ça c'est venu combler un challenge que j'avais un petit peu fait le tour du résidentiel, mettons. Là, le fait qu'il m'envoie faire du commercial, ça m'a challengé. Puis là, ben j'ai bouclé la boucle, puis j'ai commencé vraiment à avoir du succès, puis à faire connaître la marque Stewart auprès des grands cabinets, puis des avocats qui transigent là, au niveau de l'immobilier commercial. Que puis ça t'a amené aussi à gérer une équipe, tu sais, ultimement, t'es passé de... Il y a une évolution d'être un développeur, après ça, de gérer une équipe de développeurs, je pense. Absolument. Fait que le volet gestion d'équipe, ça arrive un peu en même temps que le commercial. C'est arrivé un petit peu après. Avec le commercial, je l'ai fait pendant 5 ans. Ça fait à peu près 2-3 ans que je suis directeur du développement des affaires. Ouais. En fait, c'était comme l'aboutissement pour moi de mes recettes fonctionnent. Fait que, tu sais, en développement, on a tous nos petits trucs, on a toutes nos recettes. Ouais. Là, ça fonctionnait. On voulait comme me donner une équipe, agrandir l'équipe de développement des affaires chez Stewart. Fait que là, c'était surtout orienté sur va passer tes connaissances, forme notre équipe, donne ton mentorat, génère des leads pour l'équipe. Donc, tout ce volet-là, j'en ai pris conscience il y a environ 3-4 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je gère l'équipe. Puis juste ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Passation des compétences, de l'expérience, puis des recettes qu'on a développées avec le temps. Développement des affaires, c'est une science qui s'apprend un peu sur le tas. Fait qu'il faut en faire, il faut commettre des erreurs pour ajuster comment on travaille. Donc vraiment, ce volet-là, là, aider l'équipe, monter l'équipe, puis générer des leads, puis transférer des recettes, puis ensuite de ça, les voir réussir. Donc là j'ai été témoin, tu sais, des premières soumissions, des premières formations, puis je vivais l'adrénaline qu'eux vivaient dans le fond là dans mon équipe. Fait que ça j'ai vraiment apprécié ça. Puis maintenant ben c'est pas mal ça que je fais, tu sais, je gère les gros comptes, je suis présent au niveau du développement des affaires, encore au résidentiel, encore au commercial. Je vais me concentrer surtout sur les gros comptes, les gros clients, les grosses relations, les prospects à haut potentiel, les relations avec les prêteurs privés, prêteurs institutionnels, pour justement là, me concentrer sur mon rôle d'entremetteur, d'asseoir des gens ensemble pour leur permettre de générer des affaires. Ça, c'est pas mal le nerf de la guerre rendu à mon niveau là, en développement des affaires. Puis je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui est challengeant. Puis tout ça,
aujourd'hui, tu as une journée type de Geoffroy, ça a l'air de quoi dans le poste aujourd'hui que C'est une tu bonne occupes? question. C'est une bonne question. Je te dirais qu'une journée typique, il n'y en a pas vraiment. C'est ça qui est le fun avec mon travail, c'est que il y a la journée un peu qui revient à l'occasion, Ouais. c'est je me réveille, j'ai eu quelques rencontres dans le passé, dans les derniers temps, dans les derniers jours. Je fais mes suivis de rencontres, j'essaie de générer mes leads au niveau de mes rencontres que j'ai eues. Ensuite, je vais faire un petit touch base avec mon équipe. Où est-ce que vous en allez? Avez-vous des questions? Comment je peux vous aider? Puis ensuite, je vais aller, par exemple, luncher avec 2 prêteurs, un builder, un bureau d'avocat pour essayer de les mettre ensemble, leur faire générer des affaires dans le but d'encourager Stewart à devenant une opportunité. Ouais. Puis ensuite, je vais finir mon après-midi en faisant une formation en ligne à des courtiers immobiliers concernant l'assurance commerciale. Que- Puis participer en fin de journée à un CA pour l'organisation de notre prochain événement dans le cadre d'une implication quelconque dans une association. Que- Fait que c'est vraiment, ça, c'est une journée qui revient souvent, mais ça peut être également prendre part à un tournoi de golf d'une bannière d'un prêteur institutionnel, d'une association en immobilier, aller au Forum immobilier de Toronto, participer à un événement d'immobilier commercial à Whistler, en Colombie-Britannique. Ouais. Fait que tu sais, ça varie vraiment. Mon horaire est très flexible. Puis diversifié en même temps. Fait que c'est ce que je trouve intéressant dans C'est mon ce que tu emploi. recherchais finalement. C'est ce un que peu. je recherchais. Être un peu à mon compte sans l'être, pouvoir un peu travailler le soir, tu sais, comme vraiment jouer un peu avec mon horaire, là, je trouvais ça très intéressant. Puis l'autonomie qu'on doit avoir en développement des affaires, c'est un emploi qu'on doit s'auto-motiver. Ouais. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi, faut générer des leads, faut vraiment être proactif. Fait que ça aussi, ça venait rechercher un peu la caractéristique que j'avais connue en pratique privée pour la gestion de ma propre étude. T'sais, fait que je trouve que c'est un bon mix entre les deux. C'est challengeant. T'sais, quand j'ai eu pensé avoir fait le tour, Ouais. ben, le commercial est arrivé, ça m'a challengé. Puis aujourd'hui, le rôle de directeur me challenge, puis en même temps, maintenir toutes les relations, continuer à gérer mon rôle tant de développeur que de directeur, ben tout ça, c'est challengeant au quotidien. Fait que tu m'amènes à demander c'est quoi tes plus gros défis, tu sais, dans ce business-là aujourd'hui, Ouais. dans ton rôle, puis... Ben, en fait, mon plus gros défi, c'est vraiment de maintenir la cadence parce que de plus en plus, les déplacements sont lourds. Que- Tu sais, toi aussi, t'en fais des déplacements dans ta journée. Moi, je participe à des événements, je me déplace dans des rencontres clients, je fais des lunchs, je gère une équipe, je réponds aux clients. J'ai des clients qui m'appellent pour savoir comment commander une assurance site. Fait que, tu sais, maintenir la cadence en ayant un quotidien atypique, des déplacements à faire, c'est quand même également, là, c'est un défi important. Que- Ensuite, l'autre gros défi, c'est de faire confiance au processus de cycle de vente très long. Fait que dans le B2B, donc développement de compagnie à compagnie, c'est pas nécessairement un cycle de vente rapide. On va pas générer une vente nécessairement après avoir fait un lunch avec un client. Quand ça arrive, on encadre ce courriel-là, puis on le regarde à tous les vendredis pour se dire, il y en a qui Il y en a que ça marche one shot deal. Ouais, c'est ça. Mais grosso modo, le cycle de vente est très long, donc c'est un défi de toujours rester motivé pour faire confiance au processus puis se dire qu'éventuellement, on va en générer. Quand on développe au niveau du B2B, ben souvent, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre même 3 ans. J'ai des clients que j'ai rencontrés il y a 3 ans, que j'ai toujours maintenu une certaine connexion avec eux sans être trop agressif, mais moi, je préfère la compétition. Fine, parfait, je respecte ça. Puis soudainement, au bout de 3 ans, ben il y a quelque chose qui arrive qui fait que cette personne-là vient vers toi. T'es comme t'as été un bon deuxième choix, respectueux, pas trop agressif. Fait que toujours faire confiance au processus, rester confiant par rapport au cycle de vente qui peut être très long. Que... Ça aussi, c'est un défi important. Puis c'est ça. Parfait. Puis un petit moment mémorable chez Stewart depuis que t'es arrivé. Un petit moment mémorable, j'en ai plusieurs, Tommy. Mon premier cours de perfectionnement, là, ça, c'était une grosse dose d'amour de tous les notaires. Okay. Les notaires aiment en général Stewart. Donc, en étant présent là, en voyant 1500 notaires présents au cours de perfectionnement, pour moi, c'était vraiment un moment mémorable. Les premières fois que j'ai fait des tournois de golf dans le cadre de mon travail, la première fois que j'ai pris l'avion
pour aller à Toronto. Ça Okay. aussi, là, tu sais, c'était vraiment impressionnant pour moi. Je pensais pas vivre ça un jour. Ma mère, elle avait fait dans le cadre de son emploi, elle était représentante pharmaceutique, puis elle travaillait pour une grosse compagnie torontoise, puis elle allait souvent à Toronto, ça m'impressionnait. Puis là, ce jour-là, c'était à mon tour, tu sais, d'aller avec ma boss rencontrer l'équipe de Toronto. Ça a été un moment très fort. Mon dernier événement que j'ai fait à Vancouver, à Whistler, dans le cadre du ICSC, un événement d'immobilier commercial. J'ai eu la chance de skier avec les clients. J'ai eu la chance de faire du bobsleigh. Ça a été quand même un moment atypique également. C'est bon, ça me sert le bobsleigh pour toi puis moi. La descente vers le bas, ça nous avantage. Ouais, exactement. Fait que j'ai commencé avec un grand sourire pour finir très concentré pour voir si j'allais survivre. Fait que ça a été un moment fort, mais je peux pas passer sous silence un des événements de PME aussi qui a été un moment très fort, qui était le retour après la pandémie des activités. Donc le Bootlegger, le congrès PME au Bootlegger, c'est un moment également très fort pour moi. Je pense que c'est un moment très fort dans les congrès PME. Dans tout ça que j'ai assisté depuis 2010. J'en ai manqué un dans toutes ces années-là, puis ça reste des moments mémorables. C'était vraiment un moment mémorable, se retrouver tout le monde au Bootlegger, post-pandémie, à comme revivre une normalité, là, ça a marqué. On voit que l'humain, même notaire, avait besoin de se retrouver en gang puis de revivre un peu ces moments-là. 100%. Un peu festif malgré tout dans un cadre d'un congrès. Fait que c'est un bon rappel de ce moment-là. C'est un moment fort. Puis je m'aventure dans une question. Le pattern de tes parents, tu sais. Je pense qu'ils travaillaient dans des milieux qui les deux mis ensemble regroupent un peu ce que tu fais aujourd'hui. Tu sais, 100%. Je me trompe-tu un peu en dire que... Non, pas du tout. Tu te retrouves un peu à... Tu sais, t'as vu ces modèles-là aller, puis c'est peut-être le grand intérêt que t'avais pour les des affaires, il y a peut-être des deux ensemble. 100%. Écoute, pour moi, c'est une grande fierté, tu sais, de pouvoir mentionner que, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui était fait pour l'école. Je me voyais pas me rendre, tu sais, avec une profession libérale comme le notaire. Mes parents le voulaient vraiment beaucoup. On vient d'une famille où est-ce que on a un ingénieur. Mon père était un petit peu plus un mouton noir dans le publicisme, mais quand même, c'était une famille de profession libérale. Tu sais. Fait que moi, je me voyais moins là-dedans. Tu sais, mon réflexe quand j'ai eu une orientation de carrière, c'était d'aller conduire de la machinerie lourde. Là. Fait qu'on s'entend que la couverte aurait pu se faire tirer de ce bord-là. Fait que oui, c'est vraiment quelque chose de quoi je suis fier, c'est que j'ai réussi à comme un peu avoir les attributs que mes parents m'ont donnés sans nécessairement vouloir me donner, c'est plus les discussions. Puis il y a aussi le fait que je suis enfant unique. Fait que étant enfant unique, moi, les dimanches soirs, ben j'avais pas un frère ou une soeur avec qui aller jouer. J'écoutais mes parents parler business, puis ça m'est rentré dans la tête indirectement. Fait que probablement qu'ils ont contribué à mon goût pour ça, mes qualités pour le faire. Fait que oui, pour moi, c'est une belle réussite, ça me parle beaucoup. Même que des fois, il faut que je fasse attention parce que quand je parle d'un défi au niveau du développement des affaires à Noël, la discussion peut prendre beaucoup de place autour de la table. Il y a beaucoup d'opinions. Ouais, c'est ça. Puis mon père, il a quand même un certain âge, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon pops. Puis ses techniques de développement peuvent être parfois désuètes. Donc, les sujets de conversation peuvent s'enflammer à l'occasion, mais toujours dans la joie puis dans l'amusement, puis on voit que c'est une passion partagée. Comme toutes les discussions de Noël sur des sujets qui animent d'une famille à l'autre, ça diverge. Chez vous, c'est le développement des affaires. Exact. Puis, c'est ça, exactement. Fait que je suis content. On voit quand même le lien. 100%. Puis... ouais, ça m'a vraiment aidé, puis c'est comme vraiment quelque chose qui est ancré, puis que j'ai, tu sais, des fois, même aujourd'hui, je réalise dans certains défis ou certaines approches qu'on doit modifier pour décrocher un client, que ces réflexes-là sont là puis qui proviennent de discussions que j'ai déjà eues dans le passé ou peut-être même déjà entendues dans le passé quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, ça doit venir aussi un peu de ce que tu as vu de tes parents, puis les compétences que tu penses qu'ils sont essentiels pour le poste que tu occupes chez Stewart. Si tu en avais en énuméré quelques-unes, ça serait quoi? La première chose, c'est la motivation puis l'autonomie. Parce que le développement des affaires, si on n'est pas motivé, si on génère pas ses propres affaires, ça peut devenir long,
ça peut devenir un cercle vicieux à savoir, ben là, je sais plus comme quoi faire. Fait qu'il faut vraiment être motivé, autonome. Ça, c'est vraiment une des premières choses. Persévérant, comme je disais tantôt, le cycle de vente, quand on fait du développement des affaires en B2B, peut être très long. Fait qu'il faut pas perdre espoir. Faut toujours regarder vers l'avant, puis à un moment donné, ça va arriver, c'est certain. Fait que persévérance, l'entre-gens, savoir discuter avec les gens, être caméléon aussi, tu sais, j'ai toutes sortes de clients, là, j'ai des gens qui sont super, qui vont être un match parfait, qui vont se copier sur moi, mais j'ai des gens qui sont beaucoup plus stricts, moins une personnalité comme la mienne, mais il faut quand même que je sois capable de m'adapter à ça. Ouais. Donc vraiment, là, être entre gens, caméléon, persévérant, motivé, autonome, c'est vraiment des qualités que je pense qui sont indispensables pour un bon développeur d'affaires. J'ai envie de rajouter, puis tu me challengeras là-dessus, mais j'ai envie de rajouter structuré aussi. Parce 100%, parce que absolument. Faire du développement des affaires, c'est une chose. Faire du développement des affaires qui fonctionnent, Absolument. ça vient, je pense, avec une certaine structure. 100%, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est vraiment une qualité indispensable. La structure, parce que au début, elle n'est pas nécessairement nécessaire. Mais quand on commence à en générer des affaires puis à avoir un certain roulement, les courriels de suivi, les mises en relation, réfléchir à comment je peux asseoir du monde intéressant pour lui ensemble pour générer des affaires, oui, ça prend vraiment une structure, tant pour notre base de données de clients, nos rencontres, nos futures rencontres, quand est-ce que je le rappelle, maintenir vraiment une belle relation avec le client, puis gérer tous les déplacements et le maintien du quotidien, ça prend vraiment une très bonne rigueur puis une méthodologie de travail importante. Puis si t'es un Geoffroy Junior aujourd'hui qui sort d'université ou qui fait une période en pratique privée comme t'as pu faire, puis qui se dit « Hey, je me reconnais pas, moi, dans la profession notariale en pratique privée, puis un poste comme Geoffroy fait m'interpellerait. » Tu sais, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune notaire ou un notaire qui a un intérêt, par exemple, en développement des affaires dans une entreprise qui peut être une compagnie d'assurance ou d'autres entreprises qui gravitent autour de la profession notariale? Là? Ben, je dirais de ne pas avoir peur de dire que c'est ça qu'on veut faire. Parce que le notaire ou le juriste, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit chez lui. C'est un parcours atypique. L'important, c'est de se lever le matin puis d'aimer ce qu'on fait. Puis si toi, c'est le développement des affaires qui t'intéresse, ben, ne pas avoir peur de le véhiculer, d'en parler, puis de focusser là-dessus parce que c'est un volet qui se retrouve dans toutes les entreprises. Ouais. Fait qu'il y a de la place pour ça partout, de plus en plus même aujourd'hui parce que ça devient quand même quelque chose d'important, puis ça se remplacera pas par un robot, un développeur d'affaires. S'il y a bien quelque chose qui va rester le relationnel, la proximité avec son client, ben c'est le développement des affaires. Donc, il y a de la place pour ça. Faut pas avoir peur de le dire, puis pas avoir peur non plus de décider de faire le saut vers une carrière un peu plus atypique, malgré que ça, c'est pas nécessairement quelque chose de naturel chez le juriste. Ouais. Puis, je voulais pas être un balado de formation juridique, mais je m'en voudrais quand même de pas donner un certain exposure à Stuart, de venir parler des nouveautés quand même. Je pense que c'est le fun de t'avoir pour ça, puis d'être capable que chacun de nos des collègues puisse entendre peut-être les dernières nouveautés. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se brassent en ce moment dans la profession, puis j'imagine qu'indirectement, dans le marché immobilier, il y a des choses qui se brassent aussi, puis un assureur à titre, ben, toujours en réaction au marché. Absolument. Fait que si t'avais à nous lancer les dernières petites nouveautés qui se passaient chez Stuart. Ben, je commencerais par en fait, je ciblerais mon discours sur la fraude immobilière. La fraude immobilière, quand j'ai commencé en 2010, c'était une couverture qui existait, mais pour moi, qui existait, mais qui se passait pas vraiment. En 2011 ou 2012, je pense qu'il y a une fraude qui a été commise. J'ai imprimé l'article puis je l'ai mis dans mon document de travail. Puis là, ben, j'étais tout fier de dire, regardez, il y en a eu une fraude. Ouais. Puis je passais le document aux clients que je rencontrais. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, là, ça existe pour vrai. Ouais. Donc vraiment, la fraude immobilière, c'est un aspect qui est de plus en plus présent. Les fraudeurs sont vraiment de mieux en mieux outillés. Voler une identité là, pour quelqu'un, là, c'est vraiment facile. On a souvent dit une personne sur deux va être fraudée dans leur vie. Je pense que c'est 3 personnes sur 3, là, on s'entend d'aujourd'hui. Je pense qu'on va tous vivre un vol d'identité, c'est bien stressant. Donc, les fraudeurs sont super bien outillés. Le domaine de l'immobilier génère beaucoup d'argent. C'est un domaine lucratif.
Donc, ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, je vous rappelle que Stewart couvre le risque de fraude, donc tant pour les achats comptants qui sont plus à risque que les prêteurs privés, les dossiers avec des prêteurs privés. J'attire l'attention également sur l'utilisation des prêteurs privés. L'accès à la propriété actuellement devient de plus en plus compliqué. On le voit, là, c'est discuté partout. Les institutions financières traditionnelles vont resserrer leurs critères. Ça va être quelque chose qui va faire en sorte que les prêteurs privés risquent d'être plus sollicités. Ça risque de tomber sur vos tables de travail plus souvent qu'autrement. Alors, belle tranquillité d'esprit d'avoir une police d'assurance titre pour le risque de fraude, tant pour les transactions avec prêteurs privés, mais aussi pour les acheteurs qui achètent des immeubles libres d'hypothèque, étant donné que la couverture va perdurer dans le temps. Si jamais j'achète un immeuble sans hypothèque, je suis fraudé 25 ans plus tard, ma couverture va être là pour assumer les frais légaux pour reprendre les titres à notre nom. Fait que ça, c'est vraiment un volet intéressant. Puis maintenant, la dernière nouveauté de Stewart, c'est l'acquisition d'un logiciel de vérification d'identité pour vos transactions en ligne, qui est le logiciel Treefort. On pense que c'est un logiciel qui est extrêmement complet, qui vient vraiment vous donner une sécurité au niveau de la validation, vérification de l'identité des parties. C'est gratuit jusqu'au 30 juin. C'est vraiment une belle façon de sécuriser au niveau de la vérification d'identité des parties de la transaction, tant le vendeur que l'acheteur. J'ai testé à date, fait que ça se passe quand même bien. Puis vous avez un bon programme de formation aussi en ligne qu'on a suivi au bureau. Fait que si les gens le savent pas, ça existe, ils peuvent s'inscrire sur le site. On est en train de le tester, fait que je peux pas m'avancer encore plus sur qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Comme dans tout produit, à un moment donné, il va y avoir des ajustements, j'imagine. Mais 100%. À date, on a des très bons commentaires. Ça va super bien. C'est un logiciel qui est quand même assez friendly user. Ça se passe pas mal tout avec le téléphone du client. Donc, à date, là, les commentaires sont super positifs. Puis, c'est vraiment un logiciel qui est complet, qui va faire une vérification de A à Z de l'identité des parties. Parfait. Puis ton avenant, c'est pas je recommence ma question, mais la couverture contre les fraudes, c'est-tu un avenant des polices ou ça vient automatiquement? C'est automatiquement inclus dans les polices résidentielles. Ouais. Donc vraiment, si vous prenez une assurance titre pour l'absence de certificat de localisation, comme tous les autres couverture dans une police d'assurance titre, c'est vraiment les bienfaits du produit. Ce qui va nous procurer une tranquillité d'esprit, c'est que même si on cible un risque, on émet un paquet de couverture, dont la fraude immobilière. Parfait. Qui est incluse. Bon. Fait que, merci Geoffroy, ça a été super agréable, puis je suis content que tu aies pris le temps de venir discuter avec moi, puis tout ça pour le bénéfice de la profession. Je pense d'avoir des modèles comme toi qui sont des acteurs qui gravitent dans la profession notariale, mais qui n'ont pas eu le chemin usuel du notaire en pratique privée. Je pense que c'est intéressant de connaître, puis ça donne des modèles à des jeunes notaires qui peut-être se cherchent dans la profession comme tu t'es cherché au début. Merci beaucoup, Tommy. Je trouve ça super apprécié. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de participer à ça. Puis effectivement, si je peux inspirer des jeunes qui se questionnent ou tout simplement qui sont en pleine carrière puis qui pensent au changement, je pense que l'avenir de la profession est super intéressant. Il y a plein d'opportunités. Puis je suis un bon exemple là, qui prouve que le droit mène à tout. Merci beaucoup, Tommy. Merci.